Et voici venu l'heure de l'actualité africaine et internationale sur Lumière du Monde Télévision. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de votre aimable fidélité. Au sommaire de votre journal, le chef de la diplomatie chinoise, Wang Yi, est en tournée sur le continent africain au Kenya. Il a annoncé la nomination très prochaine d'un envoyé spécial pour le retour de la paix dans la Corne de l'Afrique. Et puis au Soudan, la rue maintient la pression contre le régime militaire au pouvoir. De nouvelles manifestations à Khartoum, la capitale, ont fait 3 morts selon des médecins. Dernière ligne de ce sommaire, 1 an après l'assaut du Capitole, le président Joe Biden a prononcé un discours dans lequel il a affirmé que son prédécesseur Donald Trump avait tenté d'empêcher un transfert pacifique du pouvoir. Il promet de ne laisser personne mettre le couteau sous la gorge de la démocratie américaine. Encore une fois, soyez les bienvenus à ce temps d'information sur Lumière du Monde Télévision. Le chef de la diplomatie chinoise, Wang Yi, est en tournée sur le continent africain, au Kenya. Il a annoncé la nomination très prochaine d'un envoyé spécial pour le retour de la paix dans la Corne de l'Afrique, où des pays font face à des situations d'insécurité. L'exemple de l'Éthiopie, qui est en conflit avec les rebelles du Tigré, quand la Somalie est aux mains des Chebabs. Au Kenya, il a également été question d'aborder des questions de développement avec le président Uhuru Kenyatta, notamment la construction d'un pipeline. Alors que l'Éthiopie fait face aux rebelles du Tigré et la Somalie aux mains des Chebabs, la Chine veut jouer un rôle dans le retour de la paix dans la Corne de l'Afrique. À cet effet, un envoyé spécial sera nommé, a annoncé le chef de la diplomatie chinoise jeudi au Kenya. Partenaire pour la paix dans la région, nous avons une communication étroite sur la situation régionale. Nous continuerons à jouer un rôle encore plus important pour la paix et la stabilité dans cette région. À Mombasa, la Chine finance la construction d'un nouveau terminal au sein du plus grand port d'Afrique de l'Est. Le président kenyan Uhuru Kenyatta et le chef de la diplomatie chinoise ont effectué une visite sur les lieux. Je crois que c'est ce dont nous avons besoin. Le Kenya et l'Afrique n'ont pas besoin de leçons. Le Kenya et l'Afrique ont besoin d'amis prêts à travailler avec nous pour atteindre nos objectifs et nos aspirations. La construction du nouveau terminal représente un investissement de 353 millions de dollars. Parlons toujours de la coopération Chine-Afrique. Le Maroc et la Chine ont signé mercredi un partenariat pour la mise en œuvre d'une nouvelle route de la soie entre les deux pays. Cette convention vise à favoriser l'accès au financement chinois prévu par l'initiative afin de réaliser de grands projets au Maroc et de faciliter les échanges commerciaux entre les deux nations. Le Maroc et la Chine scellent leur partenariat économique. Le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des expatriés marocains, Nasser Bourita, et le vice-président de la Commission nationale du développement et de la réforme de Chine, Ning Jizhe, ont signé mercredi le plan de mise en œuvre conjoint de l'initiative Nouvelle route de la soie. Je saisis également l'occasion pour adresser mes félicitations au Parti communiste chinois à l'occasion de la célébration de son centenaire. Cette convention vise à favoriser l'accès au financement chinois pour réaliser notamment de grands projets au Maroc et pour faciliter les échanges commerciaux. Au terme de cet accord, Pékin s'engage à encourager les entreprises chinoises à investir au Maroc. Tout d'abord, nous allons approfondir et perfectionner notre mécanisme de communication. Nous devons avoir une communication plus étroite et utiliser pleinement les plateformes de communication existantes. Nous devons nous assurer que le plan est exécuté de manière efficiente. Lancé en 2013, ce projet vise à améliorer les liaisons commerciales entre l'Asie, l'Europe et l'Afrique. La priorité sera mise sur les actions liées au développement durable. Nous le disions au sommaire de votre journal au Soudan, la rue maintient la pression contre le régime militaire au pouvoir. De nouvelles manifestations à Khartoum, la capitale, ont fait 3 morts selon des médecins. Images. Sous une pluie de grenades lacrymogènes, la contestation se poursuit au Soudan. Des milliers de manifestants sont à nouveau descendus dans les rues de Khartoum jeudi pour dire non au pouvoir militaire. Seul un pouvoir civil peut diriger le peuple soudanais. Il n'y a pas d'autre solution pour le pays. Depuis le coup d'État du 25 octobre, les manifestations se succèdent, et ce malgré une violente répression qui a déjà fait plus de 50 morts et des centaines de blessés.
Un soulèvement populaire qui dénonce la prise de pouvoir du général Abdel Fattah al-Burhan, un coup d'État venu enrayer la transition démocratique amorcée suite au départ du dictateur Omar el-Béchir en 2019. Je suis venu aujourd'hui pour demander une vraie transition démocratique. La vérité, c'est que la révolution soudanaise n'a pas réussi à accomplir les objectifs fixés en 2019. Dimanche, le Premier ministre Abdallah Hamdok annonçait sa démission face à l'ampleur des manifestations. Un temps acclamé par la rue, il avait perdu le soutien du peuple après la signature d'un accord d'entente avec les putschistes en novembre. Le pouvoir militaire indique maintenant vouloir le remplacer au plus vite, mais la communauté internationale met en garde. La nomination unilatérale d'un nouveau chef du gouvernement pourrait finir de saper la crédibilité du régime de transition. Fin de la tournée du président Félix Tshisekedi dans le Kasaï, en République démocratique du Congo, une visite qui aura duré 14 jours. L'homme d'État, au cours de son déplacement, a abordé d'épineuses questions, notamment l'emploi et les infrastructures. Pour l'opposition, cette visite est une stratégie de positionnement qui anticipe la période légale de la campagne présidentielle dans le pays. Après environ 14 jours passés dans le Grand Kasaï, Félix Tshisekedi est rentré jeudi à Kinshasa. L'emploi et les infrastructures étaient au centre de ce déplacement. Pour ses partisans, il s'est agi d'une mission d'itinérance devant permettre à Félix Tshisekedi de calibrer son programme de développement des 145 territoires de son pays. Une justification balayée par l'opposition pour qui le président congolais, candidat déclaré à la présidentielle de 2023, est en campagne avant l'heure. Pas de quoi changer son agenda. Félix Tshisekedi a promis de revenir en juillet au Kasaï pour déposer la dent des mairies Patrice Lumumba, relique de l'ex-premier ministre congolais que la Belgique s'apprête à rendre. En attendant, les jeunes des provinces du Grand Kasaï ont demandé à leur président de matérialiser ses promesses en matière de création d'emplois. Toujours en RDC, la ville de Goma est à l'heure de la protection de l'environnement. Une entreprise innove dans la fabrique de charbon. Elle se sert de déchets ménagers et agricoles pour produire du charbon écologique. Cette entreprise innovante est une initiative d'un entrepreneur local. Nous sommes dans la ville de Goma, à l'est de la RDC. Ici se trouve une petite entreprise qui fabrique des briquettes de charbon pas comme les autres. Alors que la fabrication de charbon de bois a des conséquences dévastatrices sur la forêt du bassin du Congo, ici les briquettes de charbon sont écologiques car fabriquées à base de déchets ménagers et agricoles. Cette entreprise innovante a été créée il y a quelques années par un entrepreneur local. D'abord, on fait le ramassage des déchets dans des ménages, dans des marchés. Et après le ramassage, on va passer au triage, c'est-à-dire on va essayer de voir les déchets biodégradables et les non biodégradables, c'est-à-dire les plastiques, les verres, les métaux. On doit trier et puis par après on va passer ce qu'on appelle la carbonisation. On doit carboniser les déchets. Quand on aura déjà fini à carboniser, on va essayer de moudre ça ou broyer ça pour que lorsqu'on va les mélanger avec les liens, qu'on puisse avoir une homogénéité de ces mélanges-là. C'est par après qu'on va presser ça dans des presses à briquettes. Par après, c'est le séchage et après, c'est l'emballage et la commercialisation. Cette alternative écologique permet de protéger l'environnement en limitant la déforestation, mais elle est aussi source d'emploi. L'entreprise emploie près de 40 personnes. C'est un travail, ça me fait plaisir puisque c'est un domaine que je maîtrise bien, mais ça a aussi un impact puisque à la fin du mois, je parviens quand même à gagner quelque chose pour subvenir aux besoins de ma famille. Avec ce charbon écolo, les ménages peuvent bénéficier d'un combustible propre et à bas prix. C'est ce qui a motivé cette mère de famille d'abandonner le charbon de bois classique pour cette alternative plus écologique. Auparavant, moi j'utilisais les braises avant que je ne connaisse ce produit ici. Puisqu'auparavant, j'achetais au moins un sac de braises pour $30 pendant un mois. Mais pour le moment, je suis en train d'acheter les briquettes de $15 pour un mois de plus. En tout cas, ça permet de minimiser les dépenses puisque avec les paix comme ça, on peut faire 3 repas complets. Aujourd'hui, des démarches comme celle-ci sont cruciales pour lutter contre la déforestation. La RDC a perdu 20% de ses forêts humides en 30 ans. C'est beaucoup plus que le Gabon et presque autant que le Brésil.
Ailleurs dans l'actualité, un an après l'assaut du Capitole, le président Joe Biden a prononcé un discours dans lequel il affirme que son prédécesseur Donald Trump avait tenté d'empêcher un transfert pacifique du pouvoir et Biden de promettre, je cite, « ne laisser personne mettre le couteau sous la gorge de la démocratie américaine ». Image. C'était il y a un an, l'assaut contre le Capitole à Washington. Des milliers de partisans de Donald Trump avaient fait irruption dans le Congrès américain. Leur intention, empêcher l'officialisation de la victoire de Joe Biden. Ce jeudi, l'actuel président s'est exprimé dans les lieux mêmes où s'était déroulée l'attaque. Ce n'était pas un groupe de touristes, c'était une insurrection armée. Ils ne cherchaient pas à défendre la volonté du peuple, ils cherchaient à nier la volonté du peuple. Ils ne cherchaient pas à défendre une élection libre et juste, ils cherchaient à outrepasser une élection. Ils ne cherchaient pas à protéger la cause de l'Amérique, ils cherchaient à renverser la Constitution. Dans son discours, Joe Biden ne s'en est pas pris seulement aux partisans de Donald Trump, il s'en est pris au milliardaire lui-même, sans le citer. Avant même le scrutin, l'ancien président distillait le doute sur les résultats des élections. Il a bâti son mensonge au fil des mois. Il ne s'appuyait sur aucun fait. Il cherchait juste une excuse, un prétexte pour couvrir la vérité. Ce n'est pas seulement un ancien président, c'est un ancien président battu. Battu avec une marge de plus de 7 millions de vos voix. Donald Trump a rapidement réagi, dénonçant, je cite, un théâtre politique destiné selon lui à détourner l'attention du fait que Biden a complètement et totalement échoué. Et le milliardaire républicain d'affirmer une nouvelle fois que l'élection de 2020 était truquée. En Autriche, une clinique a lancé un projet de traitement par anticorps monoclonal pour lutter contre la Covid-19. Le médicament, selon ses fabricants, est utilisé pour les patients à haut risque. Les détails. Après 2 ans de pandémie, les traitements contre le Covid-19 se multiplient. En Autriche, dans une clinique de Vienne, un projet pilote de traitement par anticorps monoclonal a débuté pour des patients atteints de Covid-19. Le médicament connu sous le nom de Sotrovimab est utilisé pour traiter des patients Covid-19 à haut risque, mais présentant des symptômes légers et ne nécessitant pas d'oxygène supplémentaire. Ce traitement s'adresse dans un premier temps aux patients atteints d'immunodéficience, souffrant d'un cancer ou de maladies chroniques comme le diabète ou les rhumatismes inflammatoires chroniques. Nous choisissons d'abord ces patients-là. L'idée est de sélectionner des anticorps naturels et de les reproduire artificiellement pour les administrer ensuite en traitement, généralement par une perfusion. L'Agence européenne des médicaments avait approuvé en décembre ce nouveau traitement en affirmant qu'il réduisait considérablement les hospitalisations chez les personnes à risque. Et nous ouvrons à présent dans votre journal la page de la Coupe d'Afrique des Nations qui débute ce dimanche 9 janvier. Le Sénégal est considéré par beaucoup d'observateurs du football africain comme un favori de la victoire finale de cette CAN. L'ambition de l'équipe des Lions de la Teranga est de faire mieux que lors des éditions précédentes de 2017 où elle a été éliminée en quart de finale et finaliste malheureuse en 2019. Les Lions de la Teranga comptent se loger sur le toit du continent africain remportant la toute première CAN de son histoire. Je vous invite à présent à vivre l'ambiance à une séance d'entraînement de la sélection sénégalaise. Il est la mascotte officielle de l'équipe nationale du Sénégal de football. Paco assiste cet après-midi à une séance d'entraînement des Lions avec ses compagnons du 12e Gaindé, le célèbre groupe de supporters du Sénégal. Il attend impatiemment un titre de la sélection nationale à la Coupe d'Afrique des Nations. On est optimiste pour cette CAN parce que ça fait très longtemps qu'on court derrière ce sac. Vraiment, c'est quelque chose qu'on souhaite. Espérons que ça, cette fois-ci, ça sera la bonne. Sénégal! Le Sénégal n'a jamais remporté la CAN. Les Lions sont souvent favoris, mais jusqu'ici, jamais vainqueurs. Pour l'ancien international sénégalais Amdi Faye, finaliste malheureux à la CAN de 2002, l'équipe nationale a du mal à aborder les grands événements. On n'a pas la notion de la gagne. Et ça, c'est très important. On l'a peut-être à 50%. C'est genre phase finale, c'est genre éliminatoire. Mais aller chercher la coupe, c'est ça le problème du Sénégal.
Et ça, il faut forcer le destin. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on met tellement l'accent sur cette génération-là. Après l'échec en finale contre l'Algérie lors de la précédente édition de la CAN, l'heure de la victoire pourrait enfin arriver, selon ce journaliste sportif. L'équipe peut compter sur des joueurs de grand talent et un sélectionneur respecté. La colonne vertébrale de l'équipe est composée de joueurs de classe mondiale entre Idrissa Gana Gueye, Kalidou Koulibaly, Edouard Mendy et Sadio Mané à la pointe. Donc il y a vraiment du talent dans cette équipe-là. L'entraîneur également est arrivé à un niveau où il a acquis énormément d'expérience. C'est sa 3e CAN en tant qu'entraîneur. Donc vraiment il y a beaucoup de motifs d'espoir. Ça va être une CAN très difficile, mais le Sénégal a les armes pour aller au bout. Pour son entrée en lice à la CAN, le Sénégal affronte le Zimbabwe ce lundi. S'il y a une question au centre de l'organisation de cette 33e édition de la CAN 2021, c'est bien la problématique de la sécurité avec le conflit séparatiste qui sévit dans le nord du Cameroun depuis 2017. Les autorités camerounaises disent avoir pris toutes les dispositions pour renforcer les moyens sécuritaires, des dispositions qui rassurent Adbor Bala, président du Centre des droits de l'homme pour la démocratie en Afrique. La Coupe d'Afrique des Nations démarre le 9 janvier prochain au Cameroun. Les équipes du groupe F évolueront au stade Omnisport de Limbé, situé en zone anglophone. Une région en proie à un conflit armé entre l'armée gouvernementale et les forces séparatistes depuis 2017. L'armée et les forces de sécurité ont été déployées en masse dans la région pour éviter de nouvelles attaques. Adbor Bala, président du Centre des droits de l'homme pour la démocratie en Afrique, se sent rassuré. Imaginez qu'un joueur d'un pays étranger est tué ou enlevé, ou qu'un officiel de la CAF est tué ou kidnappé. Cela va créer un problème diplomatique. On se souvient que les joueurs du Togo avaient été attaqués quand ils partaient au stade. Ce sont des choses que le gouvernement veut éviter, spécialement le gouvernement qui doit abriter la CAN. Les populations des régions anglophones attendent avec impatience le début de la compétition. Boniface Forbing, responsable de la police municipale du marché de Bouya, régule la circulation avec un seul espoir, voir les gloires du football africain au Cameroun. Les gens seront contents, les joueurs arrivent pour la Coupe d'Afrique des Nations. Les gens veulent voir Mohamed Salah, Sadio Mané ou encore Riyad Mahrez qui joue pour Manchester City. Tout le monde sera content. Les autres villes qui abriteront les matchs de la CAN sont parées aux couleurs des drapeaux des pays devant compétir. Ici à Douala, les rues comme les édifices publics affichent fière allure. La sécurité a été renforcée au niveau de l'aéroport comme dans les principales artères de la ville. C'est une fierté pour le Cameroun de recevoir cette messe continentale du football et c'est pour la première fois véritablement. On attend ça de pied ferme et on est sûr qu'on va vivre l'une des plus belles CAN de toute l'Afrique. À quelques jours de la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, les fans du football se préparent à profiter de cette compétition. À 2 jours de la plus grande fête du ballon rond africain, intéressons-nous à présent aux favoris de ce banquet footballistique continental. Ce sont, selon les spécialistes du football africain, le Cameroun, pays organisateur, l'Égypte, la Côte d'Ivoire, sans oublier bien naturellement le champion en titre, l'Algérie. Revue des effectifs avec nos confrères de France 24. Selon les bookmakers, ce sont eux les favoris de cette CAN 2022. Battus en finale lors de la dernière édition, les Sénégalais courent toujours après leur premier trophée continental. Emmenés par Sadio Mané, ballon d'or africain en 2019, les Lions de la Teranga et leur sélectionneur Aliou Cissé ont reçu le drapeau national au palais présidentiel. Tenante du titre, l'Algérie de Djamel Belmadi arrive en pleine confiance au Cameroun. Elle peut s'appuyer sur une série inédite pour une équipe africaine, 34 matchs consécutifs sans défaite. Des Fennecs emmenés par leur capitaine, le créatif joueur de Manchester City, Riyad Mahrez. Nation la plus titrée, avec 7 CAN à son palmarès, l'Égypte elle aussi aura son mot à dire. Meilleur buteur et passeur de première ligue avec Liverpool, Mohamed Salah marche sur l'eau depuis le début de la saison. Il tentera de remporter la première CAN pour son pays depuis 2010.
plusieurs outsiders, à commencer par la Côte d'Ivoire. Des éléphants qui comptent dans leur rang Sébastien Haller, 10 buts en seulement 6 matchs de Ligue des Champions cette saison. Ne pas oublier non plus le Nigeria, mais aussi le Cameroun, le pays hôte sacré en 2017 et qui voudra, devant son public, garder la coupe à la maison. CAN toujours, actualité oblige. À quelques jours de la compétition, 2 stars de la sélection gabonaise testés positifs à la Covid-19. Ce sont Pierre-Emerick Aubameyang et Mario Lemina, contrôlés positifs au coronavirus. Ils sont dans l'attente d'un test PCR. Religion à présent dans votre journal. Le shérif Jody Green, qui exerce à Whitesville, en Caroline du Nord, a publié une réponse sur Facebook suite à la demande d'une organisation juridique promouvant l'athéisme. Celle-ci lui demande de retirer le verset qu'il avait fait inscrire sur un mur dans le bureau de police. Je cite ce verset: « Je puis tout par celui qui me fortifie », Philippiens 4, verset 13. Son refus a été abondamment relayé par des médias nationaux. Dans sa réponse, Jody Green a premièrement informé que l'inscription du verset avait été financée par des fonds privés et n'était donc pas un parrainage gouvernemental de messages religieux, comme l'accusait l'organisation Freedom from Religion Foundation. Il ajoute: « Le verset est l'un de mes versets bibliques préférés et il me semble approprié à toute adversité que je dois endurer. C'est très motivant pour moi et mon personnel », a-t-il ajouté. C'est ici que se referme ce journal. Nous espérons que vous avez pris du plaisir à le suivre, autant que nous en avons eu à vous le préparer, mais surtout à vous le présenter. Merci, bonsoir et Dieu vous bénisse.